L'UTMB, 20 ans de passion. Un défi contre moi-même. Galère. Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé. Donc à fond. Dans les cailloux, faut être fou pour faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Partenaire principal du circuit UTMB World Series avec Oka et coureur dès la première heure, Nicolas Mermoux est intarissable quand il s'agit de parler du mythe UTMB. Cette course, il la connaît bien, et pas seulement comme un passionné. En 2007, il a arraché la 3e place au terme d'une échappée en solitaire mémorable. Certains l'ont même appelée la folie Mermoux. Quelques années plus tard, il participe avec d'autres à la mise en place de la politique de santé de l'UTMB. En 2009, quand il lance avec 2 associés Oka, sa marque de chaussures de running, c'est sans surprise à Chamonix qu'il présente les premiers prototypes. Aujourd'hui, il revient sur 2 décennies intenses, 2 parcours étroitement liés, avec un point commun, la passion comme moteur. Bonjour Nico, comment ça va ? Bonjour Mathilde, très bien, après toutes les émotions de la fin de semaine. Oui, c'est ça, tu t'es bien remis de cette semaine des 20 ans ? C'était une semaine très intense, on avait beaucoup d'invités avec Oka, beaucoup d'amis aussi à voir qui viennent chaque année à l'UTMB. Et puis une course un peu folle, déjà de vendredi soir à samedi après-midi, que j'ai suivi quasiment intégralement. Ouais, d'ailleurs, quel regard tu portes sur cette édition 2023 ? Je trouve que c'était une édition avec une montée en puissance tout au long de la semaine, à la fois météo, déjà, hein, c'est toujours un élément très important de l'UTMB. Et là, c'est parti un petit peu de façon catastrophique le lundi et le mardi. Et puis petit à petit, les nuages se sont déchirés, les températures sont montées et il y a eu un week-end absolument fabuleux où certains coureurs ont même pu avoir chaud dans les vallées samedi après-midi et dimanche en fin de matinée. Ça donnait un petit peu le ton. En termes de course, par rapport à ce que j'ai pu vivre, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas eu énormément d'éclaircies avec notre équipe en début de semaine au CCC, malgré un très très joli podium féminin. Et puis la course de samedi et dimanche, on avait pendant longtemps 2 filles qui étaient seconde et troisième, donc il y avait de bonnes chances de podium et ça s'est concrétisé pour Catherine. Et puis chez les garçons, un très beau tir groupé avec les Français, avec Thibaut, avec Ludo, et pendant longtemps Jean-Philippe Choumi aussi, et Jim devant qui avait l'air de trouver un petit peu enfin la clé de l'UTMB. Et voilà, feu d'artifice à 13h36 samedi. Voilà. J'en avais les larmes aux yeux de cette achievement pour Jim. Nous vraiment... tous aussi, hein, sur la ligne, c'était assez spécial. Hein. Catherine, Jess, Jim, Ludo, moi, tout le monde avait un peu les larmes aux yeux parce qu'on se regardait aussi. Et puis parce que c'est quand même déjà l'ultra, c'est dur. Gagner un ultra, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais y passer 6 ans, c'est tout à son honneur. Et pour nous, ça crée des émotions supplémentaires de voir ça. Qu'il ait rien lâché, je trouve ça admirable, vraiment. The mind drives the body. Exactement. La tête, au bout d'un certain nombre d'heures, c'est la tête qui commande, qui pilote les jambes.
donc l'objet de notre échange, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours à toi, aussi bien sportif que professionnel, parce qu'ils sont intimement liés, et surtout de creuser un petit peu comment tu as vécu ces 20 dernières années. Mais avant de commencer à te questionner sur tout ça, question rituelle du podcast, si tu devais ne garder qu'un seul souvenir de ces 20 dernières années du TMB, ce serait lequel ? Ce serait ma montée au col du Bonhomme et ma montée au Grand Col Ferré en 2007, quand j'étais tout seul en tête avec 2300 personnes derrière. Et c'est à la fois c'était les plus grands moments parce que j'étais en forme, je volais en fait. Et puis le fait de le faire à la sortie des Contamines et puis 12 heures plus tard dans le Grand Col Ferré sans avoir craqué, c'était totalement irréel. J'avais l'impression d'être acteur et spectateur d'un film. C'est Nicolas Mermoux, il est prévu à 7h55 ici. Ah ouais, ils arrivent. On retrouve la tête de course au Grand Col Ferret. Nicolas Mermoux a survécu à cette nuit et compte toujours 10 minutes d'avance sur le second. C'est ici le point culminant de la course, à 2537 mètres d'altitude. C'est bon. Bon, ok. Bon. Le paysage, c'est sublime. Vous vous rendez compte, là, vous êtes au plus bel endroit de tout le tour, c'est le lever de soleil. Donc oui, et c'est un souvenir à la fois magique et terrible parce que j'ai une assez bonne mémoire émotionnelle et à chaque autre course après, j'ai toujours essayé de retrouver ça et je l'ai jamais retrouvé parce que j'ai jamais eu d'autres journées comme ça et parce que aussi j'avais un petit peu plus de boulot et un peu plus de pression et plus la même possibilité de m'entraîner. Ensuite, je dirais ce sont les victoires du team. Donc Caro Chavreau et Ludo Pomeray en 2016 et Jim avant-hier. On y reviendra sur ça. Et 2007, c'était pas ta première participation, je crois. Non, alors la vraie rencontre avec l'UTMB, elle s'est déroulée fin juillet, début août, autour du col des Montées, avec Michel et Toffer, Gaylor. Donc j'avais rencontré Toffer en skiant aux États-Unis. On avait un très bon ami en commun qui est photographe. Et je suis allé à leur rencontre. Ils faisaient une reco Tour du Mont Blanc. Ils étaient peut-être, je pense qu'il y avait 2 autres personnes, mais il y avait Michel Poletti et Toffer. Et on a couru quelques kilomètres ensemble. J'étais un petit peu blessé, mais ça me titillait quand même d'aller voir. Bon, c'était une époque, en 2004, on pouvait encore s'arrêter à différents endroits, notamment Courmayeur. Donc j'ai fait Chamonix-Courmayeur. Après, je me suis arrêté. J'avais quand même une grosse tendinite. En t'écoutant, je me dis, est-ce que justement, c'est cette approche différente, à la fois mentale, physique, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'aller essayer l'aventure UTMB ou c'était parce qu'il y avait Toffer, parce que ça se passait près de chez toi, parce que tout ça ? Non, je pense que c'était un peu d'enthousiasme et de folie. Je voulais voir. J'ai pas calculé. En fait, je savais pas courir. J'avais jamais fait de course à pied avant, à part 2 semi-marathons quand j'étais étudiant. Donc je voulais voir. Donc je suis parti à un rythme. En 2006, je suis parti à un rythme comme pour 5 heures d'effort en fait. Donc pas comme je savais pas bien courir, je vais pas très vite non plus, donc je me suis pas asphyxié. Et puis j'ai fini 8e. Exactement. J'étais super content. Enfin, c'était génial. Puis de toute façon, le podium, comme la course est XXL, il y a un podium XXL, donc il y a 10 places dessus. Et puis j'étais dans les 10, donc c'était comme être dans les 3 premiers. On est complètement d'accord. Et l'année suivante, en 2007, t'es 3e. L'année suivante, ce qui est pas anodin. Je suis 3e, je suis encore second à l'entrée de Chamonix. C'est tout seul devant, donc c'est indescriptible, surtout pour un outsider que personne connaît, qui a encore aucune pression. Ça s'est fait comme ça. Je me suis retrouvé tout seul. Puis bon. Et puis il y en a qu'un qui est revenu, qui était Lucas, et on s'est retrouvés un peu ensemble dans Chamonix. À l'entrée de Chamonix, puis lui, il avait encore des jambes super fraîches, j'étais incapable de le suivre. Pour être honnête, j'avais un fils qui courait un peu à côté de moi. J'espère que je vais pas prendre une pénalité, si je dis ça, il avait 3 ans.
dans Chamonix et il avait 3 ans et demi et j'arrivais pas à le suivre. Donc je risquais pas de suivre Jens Lucas et voilà, j'ai fini 3e et j'avais encore une bonne marge sur le 4e. Donc là aussi, feu d'artifice. Oui, voilà, ça c'est canon parce que une troisième place à l'UTMB, ça reste pour des Français au final pas si courant que ça si on enlève les premières places de nos grands François, Xavier et autres. Effectivement, il y en a pas tant que ça. Il y a eu Julien en 2008, Seb en 2009 et 11. Aurélien. Ensuite, il y a eu une longue, moi en 2007, il y a eu une longue traversée du désert dans les podiums garçons français. Il y a la victoire de Caroline en 2016. Aussi. Et après, il y a Aurélien, Mathieu. Et puis après, il y a Aurélien, Mathieu, Germain. Voilà. Donc ça ne fait pas tant que ça. Non, c'est vraiment une course internationale. Je pense que les Français sont. Et Ludo, hein, il y a Ludo aussi, bien sûr, en 2016. Voilà. Donc il y a 4 légendes françaises chez les garçons. Je pense qu'il y en a aussi, il doit y en avoir 3 ou 4 chez les filles, avec Nathalie aussi, Nathalie, Karine. Mais c'est vrai que c'est un club. Exactement. Voilà. Nous, on fait partie des grands-parents, là, les années 2000, les années pré-Kilian, on va dire. C'était quand même le début. Maintenant, c'est un sport pro. Avant, c'était une bande de copains qui allaient courir dans les bois puis qui regardaient ce que ça pouvait donner à la sortie. Et justement, tu gardes quoi de cette période qui t'emmène de 2003 à 2008 à peu près, 2008 où tu as fait une course où tu as abandonné en cours de route au col du Bonhomme. De cette période 2003-2008, t'en gardes quoi comme souvenir ? Je pense que c'est moi ce que je trouve très impressionnant, je regardais des images, c'est l'événement a pris très très vite en fait. On a l'impression et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un grand cirque maintenant, voilà, que on se croirait, je sais pas, au Tour de France ou et qu'il y a beaucoup trop de monde. Bon, mais le succès a été foudroyant en fait. En 2004, en 2005, je pense qu'il y avait déjà plus de 2000 personnes. Il y avait exactement le même protocole de départ, il y avait la même ferveur dans les villages. Donc après, des courses se sont rajoutées, des partenaires se sont rajoutés. Effectivement, le marketing a changé aussi, et surtout les fondateurs, un petit peu comme nous avec Oka, ont décidé qu'il fallait faire partager ce sport à des gens du monde entier. Donc en les invitant ici et en allant à leur rencontre, d'abord en parrainant d'autres événements, puis en organisant des courses sur d'autres territoires. Ce que j'en garde, c'est l'explosion du sport sur place, l'explosion dans le bon sens, qui a permis aussi de rebondir professionnellement, parce que voilà, pour faire la transition avec Oka, la transition, elle est assez simple en fait. Donc, en 2007, j'avais eu ce problème musculaire qui, avec l'expérience, m'a sûrement coûté la victoire. À l'issue de cette course, quand on a débriefé, on s'était dit, on est quand même mal équipé. On n'a pas assez d'amortissement, de suspension, de protection des articulations. Donc on a commencé à se dire, si on veut être plus performant et avoir plus de fun dans les descentes, il faut une technologie qui filtre le terrain. Voilà. Et donc, c'est un petit peu l'idée de départ de la chaussure Oka. Et le deuxième élément qui est lié à l'UTMB, et à cette petite carrière, c'est que j'avais quand même une crédibilité d'athlète, et ça nous a beaucoup aidé, parce que comme la chaussure était très originale et très massive, le fait d'avoir quelqu'un qui l'utilisait, qui courait au niveau, tout de suite après, j'étais rejoint tout de suite après par Ludo Pommeret, dans l'été 2009, puis par Karl Melzer. Voilà, il y a tout de suite eu cette crédibilité, et ça, quand on veut inventer un concept révolutionnaire qui en plus a un look et procure des sensations complètement inédites, il est très important d'aller vers les athlètes et de faire cautionner cette innovation par les athlètes.
Mais on a le sentiment, en fait, par rapport, si on regarde le calendrier de tout ça, c'est que à la fois la course, à partir de 2008, je crois que 2008, c'est la première année où toutes les places sont vendues je crois qu'en quelques minutes. C'est aussi la période où, en tout cas, on a le sentiment que c'est le moment où la discipline se professionnalise, que l'UTMB monte en puissance et que du coup, toi, le constat que vous faites sur le matériel va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est OK, maintenant que ces grandes distances-là se multiplient, il faut qu'on puisse les finir en bon état, et c'est là que les chaussures Hoka arrivent. Mais pour toi, est-ce que tu associes les deux, ou est-ce que c'est un pur hasard que ça corresponde avec l'accélération côté UTMB? Pour moi, la professionnalisation, c'est un peu la densité, où ça vient, je trouve, quand même beaucoup plus tard. Et le premier, un des premiers immenses UTMB où il n'y a pas de cavalier seul et où il y a une course tactique, je trouve que c'est quand même 2017. Voilà. Notamment chez les garçons, chez les filles, c'est souvent des bagarres, c'est souvent des cavaliers seuls, et c'est souvent des bagarres à deux. Voilà. Donc il y a cet élément-là. Et il y en a un autre qui est encore plus important, qui a été mis en pause un petit peu cette année, mais j'espère de tout cœur qu'il va revenir très très vite, qui est la notion de politique santé. Ouais, tu m'anticipes ma question, parce que j'allais justement te parler de ces années où tu as commencé à moins courir, et mais tu n'as pas disparu pour autant de l'UTMB, et où tu as travaillé justement avec le board de l'UTMB sur cette question-là de la politique de santé. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, on a commencé en 2008. Ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure. On sentait que le sport pouvait se professionnaliser, et avec l'équipe médicale, plus Michel, plus Pierre Salé, on s'est dit, il faut qu'on arrive à... Personne s'intéressera vraiment à l'éthique dans notre sport, dans les fédérations et les associations. Si on fait pas quelque chose, nous, on va se heurter à deux problèmes. Le premier, c'est que à un moment donné, il y aura plus d'argent, il y aura des coureurs qui ont pris de mauvaises habitudes dans d'autres sports, vélo, ski de fond, athlétisme, voilà, je sais pas, il y en a beaucoup, hein. La liste est très longue, tout le monde la connaît, et qui risquent de jouer avec les règles, qui sont quand même souvent les règles d'antidopage, qui sont souvent un petit peu laxistes, parce qu'elles autorisent énormément de médicaments autorisés ou autorisés dans le cadre de prescription, et on risque d'avoir une dérive. Et puis surtout, on va mettre en danger la sécurité des coureurs, parce qu'on est en pleine nature. L'effort, il dure 20 heures, 30 heures, 40 heures. Si quelqu'un fait un malaise parce qu'il est allé au-delà de ce qu'il peut faire en cédant le médicament, c'est très très compliqué de le détecter, d'aller le chercher. C'est pas comme quand ça se produit sur le bord d'un marathon ou sur un stade. Il y a des notions de déshydratation, il y a des produits qui sont très dangereux, qui sont métabolisés par le rein, et c'est pas du tout compatible avec la nature de l'effort. Donc on a demandé à tous les coureurs de participer à une initiative de transparence absolue et de minimalisme total. On n'a pas pris le minimalisme de la semelle de la chaussure, mais le minimalisme de la consommation de médicaments. Et c'est quelque chose qui est unique, en fait, qui existe dans pratiquement aucun autre sport. Il faut que le trail et l'ultra soient exemplaires. On respecte le fait que ça reste une communauté de gens qui se respectent et qui courent dans la nature ensemble, sans volonté de tricher, et qui protègent leur santé. En tout cas, quand on t'écoute depuis tout à l'heure avec les différentes casquettes, les différentes étapes, les différents moments, on a vraiment le sentiment que l'UTMB, c'est quand même une sacrée aventure pour toi, aussi bien sportive que personnelle que professionnelle. T'es d'accord avec ça ?
Ouais, tout à fait. Ouais, oui, c'est un fil conducteur. C'est amusant parce que c'est aussi en parlant que je peux le matérialiser. Je crois qu'il y a aussi l'innovation, bien sûr. Il y a les États-Unis. Il y a le partenariat qui s'est installé avec Deckers, qui est le propriétaire maintenant de Oka. C'est un autre fil conducteur très puissant, j'ai choisi et ils ont choisi aussi de continuer à collaborer, ce qui est finalement assez rare dans le domaine des startups. Hein. Les deux fondateurs restent impliqués à des niveaux différents. Hein. Jean-Luc, il est salarié, il a plein temps aux États-Unis. Moi, je suis consulté régulièrement en tant qu'intervenant extérieur. Ça fait maintenant 9 ans. Donc c'est un autre fil conducteur qui est très très important. Depuis 2 ans, ces deux fils conducteurs se rejoignent. Mais oui, c'est une super expérience, je dirais, qui rythme mon été, ma fin d'été. Voilà. Après, quand il y a de la neige, je pense un peu moins à l'UTMB. Hein. Voilà, quand je peux glisser. Sur la neige, je pense quand même beaucoup moins à l'UTMB. Mais si tu devais le décrire à quelqu'un, cet événement, en quelques mots, tu dirais quoi? Quand tu rencontres quelqu'un qui ne le connaît pas et que tu le décris aujourd'hui, tu dis quoi? Pour moi, c'est la plus belle course de masse au monde, tout sport confondu. Voilà, c'est le plus bel événement qui existe au monde. Vous pouvez prendre n'importe quelle finale de Champions League le stade, c'est le massif du Mont Blanc. Donc donc voilà, pour quelqu'un qui aime la nature et la montagne, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y aurait des événements et des compétitions pour moi aussi magiques en environnement. Par exemple, une America's Cup ou une Transat. Mais c'est pas facile à suivre parce que les gens vont pas se masser sur le bord de l'océan Atlantique pour voir passer les bateaux pendant 20 jours ou 10. Ensuite, il y a une dimension qui est une dimension pro-am qui est unique parce que les champions sont très accessibles. Parce que l'épreuve est extrêmement longue, parce que tout le monde est là 3-4 jours avant, il y a la possibilité de se rencontrer, tout le monde est en harmonie, il y a une fusion entre les pros, les amateurs, les spectateurs, et puis maintenant un petit peu les téléspectateurs via le live. Et puis c'est le seul aussi, c'est peut-être pour moi le plus belle course du monde, parce que c'est la seule course au monde où j'ai plein de copains. Voilà. Donc je suis content. Quand même. C'est pour ça que je dis que c'est subjectif. Voilà. C'est pour ça que je suis aussi super émotif et j'adore retrouver tout ça. Et voilà. Et comment tu l'imagines la course dans les années à venir? J'espère qu'elle va continuer à grandir et qu'elle va garder ses valeurs d'authenticité, de camaraderie et d'éthique. Ce que j'imagine le plus grandir, c'est la diffusion de l'événement mondialement à travers à des téléspectateurs. Voilà, pour moi, ce sera l'évolution majeure des prochaines années. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de gens qui connaîtront le trail, qui connaîtront les athlètes du trail et qui voudront regarder comment ces gens viennent se défier et se mesurer les uns aux autres à travers la diffusion d'un programme télé. Voilà. Donc, on va pas multiplier par 10 le nombre de spectateurs, on va pas multiplier par 100 le nombre de participants, on peut multiplier par 10, par 100, par 1000 le nombre de téléspectateurs. Donc, c'est quelque chose qui est l'axe numéro 1 de développement de la compétition. Ce que j'imagine aussi, c'est que on aura d'autres épreuves qui vont grandir dans le monde entier. Je pense principalement à l'Asie. Donc avoir un développement qui est fort du circuit. Ici, à Chamonix, pendant cette semaine-là, je pense qu'on va avoir des batailles de plus en plus féroces entre les champions et les championnes. J'aimerais que les courses féminines se densifient un petit peu. Moi, je pense qu'on devrait plus mettre en valeur
la course féminine. C'est peut-être pas très sympa de dire ça, mais tous partir ensemble, je pense que ça marche pas. Parce que les hommes sont devant entre eux et les femmes sont noyées au milieu d'une population mixte. Donc pour moi, il y a une initiative, j'espérais que ça serait tenté pour les 20 ans, j'en avais parlé à Michel, mais il y a une initiative qui est à tenter, qui est de faire partir les élites femmes plus tôt pour qu'elles puissent avoir leur course entre elles. Parce que c'est pas très compliqué à faire en fait. On regarde l'écart moyen, mettons qu'il soit de 2h30, on lance la course élite féminine 2h30 avant, ou on lance la course féminine 2h30 avant. Et là, on a une course des femmes entre elles, c'est-à-dire qu'on aura un peloton de femmes, on aura des aspects tactiques, et en les disséminant comme ça, là, au milieu de dizaines et de centaines de mecs, parce que la 4e fille au début de la course, elle est vite trop 400e, ou la 10e fille, on facilite pas le suspense et la compétition féminine. Après, je pense que pour le public, ça serait un peu plus confusant du fait que la première qui arrive serait pas le ou la gagnante de la course, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à creuser en tout cas. On est presque arrivé au bout de cette interview, Nico. Si on devait boucler justement cet échange avec un petit flashback sur l'édition 2023. C'est une édition magique, c'est allé très vite. Hein. Moi, je regarde beaucoup les stats, même si elles sont de plus en plus difficiles à trouver sur le site. François et Jim, il y a 2 ans, qui étaient en mano à mano, on avait l'impression qu'ils avaient posé tout le monde. Ils auraient été, je crois, 7e et 8e à Courmayeur à quasiment 30 minutes des premiers cette année. Donc, on voit que la course s'accélère. Alors, quand il y a Zach Miller et Jim Walmsley, c'est pas étonnant. Plus Tom Evans qui est parti très fort, qui était vraisemblablement pas complètement mis de la Western. Donc, grosse vitesse. À la sortie, l'UTMB le plus rapide de l'histoire, comme Jim, mais 12 minutes de moins que Kilian. On est sur la plus grosse perf réalisée à l'UTMB, sans parler de record. On veut jamais, je sais qu'on veut pas parler de record ici. Donc, super course, première victoire des Américains, premier doublé des Américains, première seconde place d'Américains depuis 2003, puisque le dernier Américain qui avait fini 2e, c'était Topher Gaylor sur l'UTMB Tour, sur l'UTMB complet. C'était Topher Gaylor en 2003, donc il n'y avait jamais eu ça s'était jamais reproduit sur le Tour complet du Mont Blanc. Et donc c'est une très très belle édition. Avec, je pense, des temps qui vont continuer à descendre. C'est-à-dire que les premiers savent de mieux en mieux gérer la fin de course. Il y a de moins en moins de défaillances et d'abandon sur le dernier tiers de course. Et du coup, ils prennent le risque de partir plus vite. Voilà. Et je trouve que ça sera une édition historique. C'était les 20 ans. Il y a cet élément, voilà, il y a ce doublé il y a cette victoire de Courtney après la Western. On voit que c'est quand même avec les trois, il n'y a pas François, il n'y a pas Kilian. François, c'est un coureur de 100 miles, Kilian, c'est un coureur hyper complet, mais ce sont des gens au sommet de la pyramide mondiale du trail qui gagnent, Courtney et Jim. Et pour toutes ces raisons, voilà. Et puis à titre personnel, c'est la première fois que je suis la course intégralement, et j'ai plein de souvenirs et plein d'émotions qui vont crescendo jusqu'à l'arrivée des premiers et des premières. C'est canon de finir là-dessus, parce que je crois que s'il y a un fil conducteur, c'est un mot que tu as beaucoup employé depuis tout à l'heure. S'il y a un fil conducteur dans les différentes interviews, donc de tous les profils des personnes que j'ai pu avoir, et dans les gens aussi que je peux croiser en ville, c'est l'émotion que procure cette course. Donc à distance et sur le terrain, bien sûr, encore plus. Mais ça sera vraiment... et c'était le but, c'était de capter ça, parce que quel que soit le rôle qu'on joue au sein de l'UTMB, on est capté par ça et on est happé par ça. Donc c'est canon. Merci beaucoup, Nico, pour le temps que tu m'as accordé. Passionnant, hyper dense, hyper riche.
Merci Mathilde, à très bientôt. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. On a mis quelques semaines, quelques mois à trouver la bonne date, mais voilà. On l'a trouvé. Faut jamais lâcher, comme Jim. On lâche Voilà. La cerise sur le gâteau. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Il vient clôturer cette collection de 10 portraits réalisés à l'occasion des 20 ans de l'UTMB Mont-Blanc. J'en profite donc pour remercier une nouvelle fois UTMB Group pour la confiance, tous les interviewés pour leur sincérité et leur générosité, et bien entendu, mes partenaires d'aventure, Mélanie, Sébastien, Fabrice et Joël. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Mont-Blanc et sur celui de l'UTMB World Series.